Bonjour Bruno Attal. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général de France Police et président de Touche pas à mon flic. Secrétaire général adjoint. Ah, secrétaire général adjoint. C'est pour M. Darmanin, celle-ci. Parce qu'il n'est pas au courant. Un ministre de l'Intérieur très mal informé. On va voir qu'il est potentiellement pas au courant de beaucoup de choses, en tout cas. C'est bien le problème, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de problèmes de sécurité en France. Et donc vous avez été, vous êtes toujours policier depuis 25 ans. Donc nous allons évidemment revenir donc, sur la mort de Naël à Nanterre, et les émeutes qui s'en sont suivies et qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc dans une vidéo, on voit Naël, donc 17 ans, refuser de se soustraire à un contrôle de police à la suite d'une infraction, en tout cas, ou de plusieurs infractions, l'enquête le dira. Le policier met alors en joue par la fenêtre le jeune. Naël accélère pour échapper au contrôle de police, et le policier lui tire une balle dans la poitrine qui le tue. S'ensuit donc des émeutes de grande ampleur, d'abord à Nanterre, où les faits ont eu lieu, puis très vite dans toute la France, dans les banlieues, mais aussi de plus en plus, et c'est peut-être ça qui est le plus étonnant, dans les centres-villes. Des commissariats attaqués, des mairies brûlées, de nombreux actes de vandalisme, et aussi beaucoup de violence. Tout d'abord, Bruno Attal, vous êtes vous-même policier, et vous avez fait vivement réagir après un de vos tweets, je vous cite, quand on a un flingue pointé devant son nez, on n'accélère pas. Le refus d'obtempérer a mis en danger le policier à Nanterre. L'extrême gauche, en défendant systématiquement les voyous, les pousse à prendre des risques et fait ensuite de la récupération. Les policiers tirent dans 0,72% des cas. Alors tout d'abord, est-ce que vous maintenez ces propos et de quelle manière est-ce que vous pouvez les expliquer de manière un peu plus approfondie ? Je les maintiens et personne ne me les a reprochés parce que c'est exactement ce qui se passe. Moi, j'ai connu une vieille police. La police, on avait peur de la police. Le voyou avait peur de la police, donc il respectait la police. Et on n'avait pas ces refus d'obtempérer, on n'avait pas autant de morts. Pourquoi ? Tout simplement, quand on a peur, on se comporte bien. Donc, aujourd'hui, ce que fait la France insoumise ou la gauche ou l'extrême gauche, c'est de vouloir victimiser tout le temps ces gamins pour ensuite récupérer, des voix. Ce gamin, s'il avait été né dans les années 80-90, il serait encore vivant. Parce qu'il n'aurait pas pu penser une seule fois ne pas s'arrêter quand un policier le poursuit en moto. Il n'aurait pas pensé une demi-seconde qu'il pouvait accélérer alors qu'il avait 2 flingues pointées sur lui. Donc, plus vous êtes sévère avec un gamin qui a 15 infractions au stick, plus vous serez sévère avec lui, plus on aura de chance de le sauver. Ces gens-là ne veulent pas sauver des mômes comme Naël. Ces gens-là veulent les récupérer, veulent les prendre et éventuellement en faire des électeurs. Mais ils ne veulent certainement pas les sauver. J'ai sauvé beaucoup plus de gamins en étant très sévère dans les cités où j'ai travaillé dans le 95. J'en ai sauvé beaucoup plus qu'eux en étant très sévère avec eux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gamins qui sont insérés, qui aiment ce pays, qui aiment leur vie, qui sont avocats, qui sont médecins, parce que j'ai été dur avec eux quand je les ai interpellés. Ils ont été sanctionnés rapidement. Et du coup, aujourd'hui, voilà. Ils ont fait leur première infraction, mais du coup, ils ne sont pas poursuivis. Donc voilà, ce tweet, c'est ce qu'il veut dire. Par manque, on va dire, de fermeté et par un certain laxisme. C'est du laxisme. La France insoumise, justement, met ces jeunes dans une position complexe vis-à-vis de la police et par lequel, on va dire, malheureusement, ça se traduit, en l'occurrence. Mais c'est ce que le tweet dit. Et ce tweet, personne ne me l'a reproché. Personne ne m'a reproché ce tweet parce que je ne sais pas qui peut contre-argumenter de dire mais si Naël était né il y a 30 ans, il serait encore vivant. Parce qu'il n'aurait pas osé faire ça. Et ça se trouve même, il n'aurait pas eu toutes ces infractions. Peut-être que Naël serait étudiant et il aurait poursuivi des études, et il aurait bossé, et voilà. Donc ces gens-là profitent de la misère humaine. Voilà. Et ils ont raté le vote des ouvriers. Avant, c'était les ouvriers qui votaient pour la gauche. Aujourd'hui, ils n'ont plus le vote des ouvriers, donc ils vont chercher un autre électorat. Mais ces gamins sont victimes d'abord de l'extrême gauche qui les manipule tout simplement. D'ailleurs, vous êtes policier depuis 25 ans, je suppose que des situations comme ça, vous en avez peut-être vécu. Oui, vécu, oui. Comment, je pense que tous les flics ont vécu des refus d'obtempérer. Voilà, donc j'allais dire comment vous auriez réagi, mais donc alors, comment vous avez réagi ? Moi, ça m'a fait penser à un refus d'obtempérer que j'ai eu, un véhicule qui me fonçait dessus. Enfin, je courais après des gars qui venaient de braquer un camion et la personne avait 100 mètres d'avance sur moi et c'était dans une 205 rouge. Je l'ai revécu plusieurs fois en rêve. Et ce véhicule 205 fonce sur moi et à l'époque, on avait des revolvers et non pas des pistolets automatiques. Et j'étais là et je gueulais, arrête-toi, je vais tirer. Et je vois encore
J'avais le doigt sur la détente et j'avais le chien qui revenait. Et donc la balle allait partir. Et puis au dernier moment, on est conditionné, nous policiers, à pas tirer. Et donc du coup, j'ai sauté et le véhicule a tapé mon mollet gauche. Et depuis, d'ailleurs, j'ai un petit handicap au mollet gauche parce que j'ai fait le choix de pas tirer. Et on a tous vécu, nous les policiers, les refus d'obtempérer, c'est je crois 2000, 3000, 23 000, pardon, 23 000, 24 000, 25 000, je sais pas, par an. Donc il y a un réel problème là-dessus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils osent. Ils osent parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien ou pas grand-chose. Sauf qu'ils se mettent en danger de faire un refus d'obtempérer, une rébellion dans l'affaire Chouviat. Ils se rebellent, ils insultent un policier, ils se rebellent. Quand on se rebelle, c'est dangereux, la violence c'est dangereux. Et nous, on n'a affaire qu'à la violence. Donc ne vous rebellez pas, ne faites pas de refus d'obtempérer, vous verrez que tout se passera bien. C'est vrai qu'on pourrait comparer par exemple cette situation avec l'immigration d'une certaine manière. On reproche avec le même mécanisme au gouvernement les morts dans la Méditerranée, dans le sens où en laissant espérer le fait de pouvoir venir en France, les gens risquent leur vie en passant par la Méditerranée, et malheureusement certains en meurent. Et un peu de cette forme de laxisme au départ, on en arrive à des conséquences parfois plus dramatiques qu'avec une fermeté dès le début. Oui, mais parce que c'est des gens qui veulent s'acheter une bonne conscience. Et en général, ces gens de gauche habitent dans les beaux quartiers, gagnent 7, 10 000 euros par mois. Un mec comme Mélenchon a un appartement d'1 million, une maison de campagne. Donc je pense que psychologiquement, ils doivent être atteints. Ils se disent, mais c'est pas possible, je vis très bien. Donc je voudrais que des gens d'Afrique viennent sur les bateaux parce que je suis une belle âme. Je suis une belle âme, mais par contre, dans mon 100 mètres carrés, j'en veux pas. Hein. Donc voilà, donc c'est des pseudo-belles âmes qui ont, je pense, ce psychologique, ils ont besoin d'être bien, de se regarder dans le miroir et dire, ouais, quel brave type je suis quand même. Moi, je les pousse à prendre la mer, ces pauvres gens. Voilà. C'est vrai. Dans le même temps, quelque chose qui vous touche plus personnellement et qui peut en tout cas être très très grave. Gérald Darmanin vous a attribué un tweet félicitant le policier ayant tué le jeune Naël. Sauf que ce tweet n'était pas de vous. Trop tard, la machine médiatique s'est mise en marche et vous recevez actuellement des dizaines de milliers de menaces de mort. On a dévoilé votre ancienne adresse, heureusement, et une chasse à l'homme a commencé pour vous retrouver. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec Samuel Paty? Je l'ai fait sur mon tweet qui a fait plus de 2 millions de vues. C'est exactement le même cheminement. Donc Samuel Paty montre des caricatures, enfin dit aux enfants qui pourraient être blessés de ne pas les regarder, de sortir. Et une personne balance ça sur Facebook. Sa fille aurait raconté, mais elle n'était pas dans la classe. Et donc il raconte un mensonge. C'est ce qui est arrivé. Monsieur Darmanin dit, Monsieur Attal, vous avez fait un tweet abject, immonde, c'est un délit pénal. Je dépose plainte pour que le procureur de la République vous poursuive. Je ne suis pas l'auteur de ce tweet. Il me dit dans son communiqué de presse que je suis le responsable de France Police. Je ne suis pas le responsable de France Police. Donc d'avoir fait un communiqué de presse en me jetant en pâture sur les réseaux sociaux, en m'attribuant, admettons que je l'aurais fait. Déjà, on ne le fait pas, mais en plus, je suis innocent, et de toute façon, l'enquête le déterminera, puisque moi, j'ai un réseau, j'ai Bruno Attal sur Twitter qui cartonne, où je fais des millions de vues. J'ai pas retweeté ce tweet, et sur Touche pas mon flic aussi, j'ai accès aussi à Touche pas mon flic, j'ai jamais retweeté ce tweet, parce que la mort de Naël, je me réjouis pas de la mort d'un gamin. Comment on peut se réjouir de la mort d'un gamin? Voilà. Moi, je fais souvent le distinguo entre, oui, je ferai le choix entre un policier, un père de famille et un voyou. Oui, effectivement, je préférerais que le voyou, si j'avais pas le choix, je préférerais sauver le policier que le voyou. Qui pourrait dire le contraire? Mais se réjouir de la mort d'un gamin, enfin, sur ce tweet, ça commence par bravo. Voilà. Et moi, j'ai jamais retweeté ce tweet et il n'est pas de moi. Et au lieu que M. Darmanin fasse un pas en arrière et dire, bon, on s'est trompé, eh ben non, il ne dit rien. Donc là, mon avocat Gilles-William Goldadel, que je remercie, sollicite, parce que j'ai des dizaines de milliers de menaces de mort. Bon, en plus, moi, je suis armé. Donc, comme M. Darmanin, suite à ça, en plus, demande ma révocation, alors qu'il n'a pas le droit, parce qu'il y a un débat contradictoire dans cette révocation, enfin, il y a des commissions, bon, il se sert d'un autre conseil de discipline que j'ai eu. Enfin, c'est une affaire complètement folle. Complètement folle. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose, j'espère que M. Darmanin sera poursuivi. D'ailleurs, moi, je dépose plainte contre lui pour mise en danger de la vie d'autrui, pour diffamation, pour 3-4 infractions pénales. Donc là, je vais avec mon avocat. On va déposer plainte à la Haute Cour de justice de la République, ou que M. Darmanin, au moins, fasse un pas en arrière et il dit « je me suis trompé ». Enfin, tout le monde se trompe. Donc il m'a accusé à tort. Mais en plus, pour le ministre de l'Intérieur, ouais, qui est donc aussi indirectement votre supérieur d'une certaine manière. Ah, mais c'est mon supérieur. Il vous met
on va dire, il vous met dans la gueule du loup. Ah oui, mais ça, Il vous jette en pâture mais comme dans ça une va être- situation pour, en plus, quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Et en plus, qui est prouvable, parce qu'encore une fois, je ne les ai pas retweetés. Vous savez, moi j'ai un Twitter très très fort si j'ai voulu le retweeter. Donc, je n'ai pas fait ce tweet. Et aujourd'hui, j'ai mon nom inscrit à Nanterre sur les murs. Et je reçois à peu près, je sais pas moi, des dizaines de milliers, on va dire à peu près 500, entre 500 et 1000 menaces de mort par jour. Avec des gens, que ce soit la gauche ultra, les ACAP qui essaient de me retrouver. Ne me ratez pas parce que moi je vous raterai pas. Et vous les racaille. Donc voilà, donc j'ai pas peur parce que j'ai toujours été menacé dans ma vie. Maintenant, voilà, s'ils veulent venir, faites attention. On ne souhaite pas que ça arrive. Ah non, je souhaite pas parce que moi j'aime ma vie, je suis heureux et que surtout. Non mais ce qui est violent, comme vous dites, c'est que c'est le ministre de l'Intérieur. Et l'affaire Samuel Paty, quand même, elle a choqué toute la France. Et de jeter en pâture une personne sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il a fait. Hein, c'est sur Twitter. Le cheminement est complètement le même et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il prend un nom, il le jette en pâture sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il dit, c'est abject sur Naël. Donc, des gens qui n'ont pas le même avis que moi sur la légitime défense et sur l'innocence du policier. Mais il insulte Naël, il insulte... C'est exactement ce qui est arrivé à Samuel Paty. Il a montré les caricatures de Mahomet, il s'est moqué de Mahomet, voilà machin. C'est exactement ce qui est arrivé. Voilà. Donc j'espère qu'il ne m'arrivera rien. Voilà. Et on espère tous qu'il vous arrivera rien. Pour parler maintenant justement de récupération, on a vu avec l'affaire Lola, l'attentat d'Annecy, dès que, plus généralement la droite, reprend, on va dire, ces événements pour essayer de réfléchir sur la politique, ce qu'on peut considérer comme étant la base de la politique, essayer de comprendre la vie quotidienne des gens, pour essayer de voir quelles sont les causes des méfaits, et pouvoir, on va dire, rétablir l'ordre, ou trouver une solution. Voilà, trouver une solution quand il y a des problèmes, c'est un peu ça la base de la politique, c'est un peu aussi la vie de la cité. À ce moment-là, la gauche et la Macronie, et même les médias de manière plus générale, accusent la droite de récupération politique. Il y a toujours un temps de deuil voilà. On choisit, moi que ça soit n'importe quelle victime, je parle de victime, on est là d'abord pour avoir de l'empathie et puis surtout de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Parce que le but c'est quoi? C'est que ça ne se reproduise pas. C'est ça un homme politique, que ça ne se reproduise pas. Quand Lola se fait assassiner par une OQTF, si l'État faisait son travail, c'est-à-dire que parce qu'au lieu que M. Darmanin fasse des articles 40 à mon encontre, il ferait plutôt travailler sur les OQTF, parce que s'il avait fait son travail sur l'affaire Lola, Lola serait encore là. Donc voilà, donc il faut travailler. On ne pourra jamais résoudre tous les meurtres, tous les assassinats ou toutes les horreurs de ce monde. Mais l'homme politique doit essayer de trouver toutes les solutions pour qu'il y en ait le moins possible. Et sur l'affaire Lola, il y a une erreur de l'État. L'État a laissé cette OQTF en France, alors qu'elle venait d'arriver en plus. Donc on aurait pu la bloquer. Voilà. Donc ils ont une part de responsabilité, et forcément quand on ne veut pas faire face à ces responsabilités, on va vous parler de récupération. Alors, par contre, effectivement, sur l'affaire Naël, au bout d'une heure, on avait tous les plateaux télé, on avait même une minute de silence à l'Assemblée nationale, alors que Lola, elle, n'a pas eu sa minute de silence à l'Assemblée nationale. Et ce qui, on va dire, perturbe peut-être le plus de cette situation, c'est qu'en soi, c'est deux personnes qui sont mortes, donc d'une certaine manière, la conséquence, on va dire, est la même, la gravité, on va dire, est la même. Sauf qu'on pourrait quand même voir une différence entre les deux. Ah mais moi je hiérarchise. Il y a, on va dire, Lola n'avait aucun problème avec la justice, voilà, et était, on va dire, une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal, n'était dans aucune situation illégale ou autre. Alors qu'à l'inverse, ce qui ne justifie évidemment pas, forcément, qu'il meure. Ça n'a rien à voir. Évidemment. Mais il était dans une situation illégale, au volant d'une voiture de laquelle il ne pouvait évidemment pas avoir le permis, il avait 17 ans. Il conduisait trop vite, on a aussi vu des vidéos de lui en train de doubler sur des... Il a fait des refus d'obtempérer, voilà. Un piéton, un cycliste, voilà, oui. Ensuite des refus d'obtempérer, etc. On devrait être beaucoup plus permissif d'une certaine manière avec ce qu'ils appellent la récupération politique dans le cas de Lola, normalement. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse? Pourquoi est-ce que c'est quand c'est une personne qui est dans une situation, on va dire, illégale, que là, tout d'un coup, on peut récupérer, alors qu'à l'inverse, Lola, on peut pas. On devrait, s'il y avait à avoir, on va dire, un peu un petit deux poids deux mesures, l'avoir en faveur de Lola. Comment ça se fait que c'est l'inverse? Mais parce que c'est eux qui font de la récupération. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce gamin, et on va revenir au début de notre échange, c'est que
leur stratégie est très bonne. C'est-à-dire que moi, je dis, soyons sévères avec ces gamins. Par exemple, moi, je dis souvent le mot racaille. Je veux les stigmatiser, je veux que ces gamins, ils aient honte. Je fais un peu le boulot du papa et de la maman qui n'a pas été pour fait. leur bien. Oui, mais dans leur intérêt. Parce que dans leur intérêt. Je ne vais pas les victimiser, je ne vais pas leur dire ma vie, moi, a été difficile, je sors d'un HLM, ça a été compliqué. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai eu des difficultés, je me suis battu. Je leur dis, battez-vous tous les jours contre le racisme, contre pour trouver un bon boulot. Voilà. La vie, c'est compliqué. Et justement, cette extrême gauche, elle veut récupérer ces gamins-là. Donc voilà, c'est pour ça que je hiérarchise. Moi, par exemple, il y avait Omar Sy sur RTL, sur l'affaire Eric Masson, un policier qui est mort, et il disait « Oh, mais moi, ça m'émeut autant qu'un policier meurt que Adama Traoré. » Non, je hiérarchise. Un policier, père de famille, qui meurt en service parce qu'il travaille pour l'intérêt général, et Adama Traoré qui a violé, qui était un voyou, c'est pas pareil. Il faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas pareil. L'abbé Pierre et Mohamed Merah, c'est pas pareil. Est-ce que vous pensez que c'est dû à une perte de repères sur les valeurs de ce que fait une société saine? Non, je pense tout simplement c'est que c'est leur électorat. Ils leur mentent, c'est leur électorat. Donc du coup, comme ils ont que cet électorat, il faut le flatter. Il faut leur lui dire, mon gars, t'as roulé comme un fou, t'as fait n'importe quoi, tu t'es mis en danger, mais tu n'as rien à te reprocher. C'est le policier qui a 100% de tort. Et c'est leur façon de vendre ça à ces gamins qui croient. Parce que quand vous dites à un gamin toute la journée que c'est pas de ta faute, le gamin il vole, on va lui dire, c'est pas de ta faute, t'as pas d'argent. Il agresse, c'est pas de ta faute, de toute façon, tu vis le racisme tous les jours. Mais le gamin, vous le mettez quoi dans la tête? Vous lui dites qu'il est une victime permanente. Et donc, du coup, vous n'arrivez plus à le réinsérer et lui dire non, mon gars, non, ce que tu fais, c'est mal. Il y a des gens qui vont souffrir toute leur vie de ce que tu as fait. Non, c'est mal. Ben non, ces gens-là, ils n'ont que cet électorat. Ils n'ont plus les ouvriers. Mais vous pensez vraiment quand même que c'est uniquement un but politique, donc? Oui, moi, je pense. Je vois pas quel intérêt. Parce que ces gamins, nous, on peut les récupérer, les flics. Nous, les gens sévères, on peut les récupérer. Parce que quand vous êtes sévère avec un gamin, ou est dans une famille, en général, les familles sévères, voilà, le gamin, on veut qu'il file droit, on veut qu'il fasse des études, voilà. C'est la police, c'est pareil. Quand je tutoie un gamin et que je lui dis, mais je vous le prends par l'oreille, moi c'était quoi, on faisait quoi, nous, quand les mecs avaient 25 ans de police, ou même 30 ans, parce que quand j'étais en 93, moi, les anciens, ils prenaient le gamin, ils lui mettaient un coup de pied au cul, ils le ramenaient au père, et le père lui mettait un deuxième coup de pied au cul, et le gamin, il filait droit. C'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, non, c'est pas de ta faute, non, c'est pas de ta faute. Et ces gamins, ils sont perdus. Et ces gamins, aujourd'hui, ils pensent réellement, là, les gamins, ils pensent vraiment que Naël est victime à 100%. Alors que la loi devrait prévoir que celui c'est celui qui a engendré le problème. C'est-à-dire que si Naël ne conduit pas, fait un refus d'obtempérer, si Naël ne conduit pas une voiture sans permis, Naël est encore là. Donc il faudrait que la loi prévoie que quand vous êtes à l'origine du problème, ben déjà il y a 50% qui est de votre faute. Et comme on dit, ça ne légitime pas d'en mourir. Mais au moins, il y a 50%. Et ensuite, moi, ce qui me tue, qui me fatigue, c'est qu'on demande aux policiers d'être exemplaires. Oui, on doit être exemplaire, mais on n'est pas parfait. Et il faut absolument... les mots ont un sens. J'ai tenté toute ma vie d'être parfait, mais j'ai pas toujours été parfait. J'ai voulu être exemplaire. Peut-être que j'ai commis certainement des erreurs dans ma carrière, mais je n'ai pas pu être parfait. Aujourd'hui, ce qu'on nous reproche, c'est pas d'être exemplaire, c'est de ne pas être parfait. Alors on ne peut pas être parfait. De mon point de vue, ce policier est en légitime défense. En plus, il y a le code de la sécurité intérieure qui dit qu'il avait le droit de tirer. C'est technique. Parce qu'il est policier spécifiquement? Oui, parce que le code de la sécurité intérieure, c'est pour les policiers. C'est au moment des attentats. Au moment des attentats, imaginez par exemple les mecs du Bataclan marchaient dans la rue, ils tiraient sur des gens. D'accord? Ils marchaient dans la rue, vous ne pouvez plus le tirer dessus. Vous n'êtes pas en légitime défense. Hop, il s'arrête, boum, il retire 3 personnes, il marche dans la rue. Vous ne pouvez plus le tirer dessus. C'était le cas avant ce code de la sécurité intérieure. Oui, par rapport aux critères de simultanéité entre la menace et la réponse. Oui, donc du coup, ils ont créé cet article-là, et pareil pour le camion du 14 juillet. Il arrive, il écrase 20 personnes, il s'arrête, il attend. Vous ne pouvez plus le tirer dessus. Vous voyez? Donc du coup, cet article sert à dire, si vous estimez, et c'est subjectif, que cet individu, il vous échappe, encore une fois, il peut mettre en danger la vie d'autrui, eh bien, vous avez le droit de lui tirer dessus. C'est ce qu'a fait le policier, puisqu'il a mis en danger un piéton et un cycliste juste avant, les caméras vidéo le prouvent. Donc, est-ce que vous pensez que la justice, de manière légale, pourrait justement alors relâcher ce policier? C'est très rare que la justice mette une personne en préventive et ensuite lui dit on s'est trompé. Voilà. Maître Liénard, l'avocat du policier, l'a bien dit,
les dés étaient pipés. Pour cet état faible, l'état de Macron, c'est un état faible, il faut absolument... il pensait qu'en mettant en prison ce policier, les émeutes seraient calmées. Acheter la police sociale, ça n'a jamais marché, enfin pas sur le long terme en tout cas. C'est même peut-être ce qui nous mène justement à force de compromis pour avoir la paix sociale. Un jour, quoi qu'il arrive, ça peut exploser. Ensuite, très rapidement, mais c'est vrai que des images ont surpris. On y voit la mère du jeune homme qui monte sur une motocross, qui est étrangement enjouée et souriante à la marche blanche sur son fils. Comment est-ce que vous pouvez expliquer mais est-ce qu'au fond, le deuil ne reste pas quelque chose de personnel et c'est vrai que chacun le gère un peu à sa manière et donc il ne faut pas forcément avoir de regard péjoratif sur cette attitude. Il y a eu beaucoup de gens qui ont rigolé sur Twitter, tout ça. Moi, une mère qui a perdu son enfant, ça me fait pas rire. Quand on voit les images, effectivement, elles peuvent paraître choquantes. Maintenant, je pense qu'elle était d'abord sous anxiolytique, je pense que ça sera un minimum, donc je ne sais pas quelle quantité. Ensuite, il y a eu plein de racailles qui étaient là avec des selfies, donc voilà, on peut perdre la tête. Je ne critiquerai pas la mère. Voilà. Pour moi, elle est en souffrance, on peut tout lui pardonner. Donc j'ai rien à dire, on vit son deuil. Bien sûr que les images elles sont choquantes, mais finalement, je pense qu'elle était sous anxiolytique, et puis toute cette masse de personnes qui lui donnent pas de bons conseils, quelle est la personne qui lui a mis une moto, vraiment, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc elle est en souffrance, et je ne critiquerai pas une dame qui est en souffrance. C'est sûr. Maintenant, est-ce que vous avez lu les romans d'anticipation Guérilla de Laurent Oberton? Oui. Et alors, c'est vrai que les faits, en tout cas les premiers, paraissent, on va dire, peut-être que Laurent Oberton est allé dans le futur et qu'il en est revenu pour pouvoir écrire ses romans, mais en tout cas, le roman commence exactement de la même manière, on va dire. Enfin, bon, c'est pas très difficile à trouver. Hein. Oui, mais bon, c'est vrai que ça paraît, on va dire, assez, en tout cas pour l'instant, est-ce que ça va venir et c'est vrai que ça en a perturbé certains, et beaucoup de gens sur Instagram, sur Twitter, ont relayé ça en disant c'est fou quand même, j'ai lu Guérilla, et là j'ai l'impression qu'en fait ça se passe sous mes yeux. Ceux qui lisent Guérilla, c'est ces gens qui sont dans notre camp. Et donc, ce qui change effectivement pour ces émeutes, hein, c'est pas les émeutes de 2005 ou même de 2020, il y en avait une, enfin, c'est que les jeunes veulent aller dans les centres-villes. Et donc, ils vont aller chercher l'électorat certainement de Macron. Et c'est malheureux à dire, hein, c'est Papacito qui le disait, mais c'est malheureux à dire, mais je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. J'étais à la terrasse d'un restaurant hier, il y a des émeutes, et les gens étaient en train de manger comme si rien n'était. Et je regardais ça en me disant, mais ils n'ont pas conscience qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a des violences, et non. Donc voilà, et donc je pense que quand les gens ne sont pas attaqués dans leur chair, ils ne comprennent pas. Donc c'est malheureux à dire, mais ces jeunes aujourd'hui veulent aller dans les centres-villes, parce que à la limite, bon, ça reste des voyous, mais je me dis que c'est vrai qu'ils en ont marre de brûler les voitures de maman ou de la voisine qui a une voiture à 1000 balles pour aller bosser et faire les ménages. Donc voilà, ils vont attaquer, ils veulent rentrer dans les centres-villes. Alors pour moi, c'est un moindre balle. Alors, il faut aller chercher les gens qui ne croient pas. Il faut aller chercher ces gens, de dire mais non, on n'est pas d'extrême droite, non, on n'est pas des extrémistes. Moi, j'ai de la police, j'ai 25 ans de police, ce que j'ai vu en 25 ans. Je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Je vous le dis, voilà, il y a un problème. Donc, soit on fait un bon diagnostic et on trouve des réponses à nos problèmes, soit on se met des œillères. Alors, quand on habite dans les beaux quartiers, il y avait eu comment ça s'appelle, une journaliste qui est sur Sud Radio souvent, enfin, d'extrême gauche, et qui faisait un tweet en disant « Oh là là, rue de Rivoli à Paris, là ça casse, qu'est-ce que c'est violent ?» Et oui, il faut que ça arrive chez toi, ma grande, pour que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que nous, policiers, on n'est pas très objectifs parce qu'on le voit tous les jours, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vote peut-être à droite depuis des années, à 80%, je crois, tout parti confondu. Parce que nous, on est en première ligne. Mais ces gens qui sont bien confortablement dans leurs 150 mètres carrés rue de Rivoli, qui sont de gauche et qui sont des belles âmes, quand ça arrive en bas de chez eux, c'est bizarre, mais là, une belle conscience, mais de loin. Voilà. Non, mais après, peut-être aussi qu'ils sont sincères. Moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui votent Macron, qui votent ou à gauche, et qui sont sincères, qui se disent « Mais non, mais c'est n'importe quoi, mais non, mais c'est à la télé, c'est juste sporadique, c'est juste comme ça, une minorité. » Non, ça vient, non, ça vient, ça avance. Donc, on verra si ça finit comme Oberton. D'ailleurs, dans ses stories, Papacito,
Je les ai également regardés, et c'est vrai qu'il parle d'accélérationnisme d'une certaine manière. Pour lui, la situation est inrenversable, et il faudrait justement mettre la France un peu au pied du mur pour que les gens réagissent de la bonne manière. Est-ce que vous souhaitez aussi, voilà, que d'une certaine manière, il y ait une forme de destruction créatrice, qu'on aille un peu au bout du processus, pour qu'ensuite on puisse, on va dire, vraiment aller de l'avant? Vous savez, je suis très sollicité par les policiers qui me disent ouais, si tu te rebelles, si tu dis maintenant on pose les armes, si on fait ceci, si on fait cela, je pense que tu pourrais les tirer et peut-être que ça bougerait. Et jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça parce que combien de victimes? Déjà avec des policiers, avec 45 000 policiers dans toute la France, regardez ce qui se passe. Imaginez, on n'aurait que 2 heures de grève ou d'arrêt maladie de policiers pendant 2 heures. Combien de victimes, combien de gens se retrouveraient morts certainement, ou volés, ou violés, ou voilà. Donc moi je rentre dans la police, c'est pour l'intérêt des personnes, des biens, et jamais je pourrais abandonner les gens. Voilà, après moi je suis un démocrate, donc si les gens ne voient toujours pas, bah, peut-être on sera au pied du mur, soit on tombe, soit on se révolte. On est collectivement, en tant que peuple français, d'une certaine manière, responsable, et on doit assumer les conséquences de ce que décide l'ensemble de notre peuple. Voilà, à une voix près. J'avais fait un débat, je me souviens, pendant les législatives, et on m'avait dit la démocratie, c'est. Il faut que je retrouve. C'est la dictature des plus nombreux. Ah oui, bah oui, c'est ça. Oui, c'est la dictature de la majorité. La dictature de la majorité. Et c'est vrai qu'il m'avait dit ça. Bon, après, je l'ai renvoyé dans les cordes, mais bon. Et une dernière petite question que j'aime bien poser, et cette fois-ci je l'ai un peu adaptée à la situation. Est-ce que dans cette affaire, il y a quelqu'un qui est éloigné de vos idées, mais qui vous a agréablement surpris, voilà, par ses positions, que ce soit sur voilà, l'affaire Naël, ou par exemple par rapport à vous aussi, ce qui se passe avec Gérald Darmanin, voilà, est-ce qu'il y a une réaction de quelqu'un éloigné de votre camp qui... Ouais, bizarrement, ouais. La France insoumise. Et Mathilde Panot, donc pareil, qui est offusquée par ce tweet, encore une fois que je trouve complètement décalé, et voilà, qui relève certainement pas d'une infraction pénale, et ça, je pense que le procureur le dira, et donc il fait aussi un article 40 en disant, mais ce tweet, voilà, appel à la violence, ou je ne sais quoi, on va saisir le procureur de la République. Et là, elle parle de France Police, mais elle ne parle pas de Bruno Attal. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, et elle ne jette pas quelqu'un en pâture sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin fait exactement la même chose. Donc, il fait un communiqué. J'avertis le procureur de la République qu'il faut déposer plainte contre Bruno Attal pour le tweet abject qu'il a fait. Ce qui veut dire que dans cette affaire-là où je suis jeté en pâture, la France insoumise a été beaucoup plus républicaine que M. Gérald Darmanin. Et... En tout cas, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais on s'espère que cette histoire, on va dire, va avoir un dénouement heureux. Est-ce que vous avez un message plus particulièrement pour Gérald Darmanin dans cette affaire? On peut se tromper, on peut être mal conseillé. Aujourd'hui, les politiques, vous savez, ils sont très dénigrés, mais je pense que j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai 50 balais. Quand on se trompe, on peut dire qu'on se trompe. On a fait une erreur, voilà. On a fait une erreur qui met en danger la vie d'une personne et peut-être même de ma famille. Quand on fait une telle erreur, on dit on se trompe et puis on essaie de la rectifier. Et puis moi, je pense que j'en verrai même pas les chevaux derrière parce que je dis bon là, il a commis une erreur, il a été mal conseillé, il pense que je suis le numéro 1 du syndicat, c'est pas moi. J'ai déjà 2 comptes Twitter à m'occuper, je m'occupe pas de France Police. Donc voilà. Donc ouais, si je devais m'adresser à M. Darmanin, c'est de dire j'espère qu'il m'arrivera rien. Et si vous êtes trompé, vous dites voilà, ça arrive à tout le monde. On a tweeté trop vite. Et puis moi, je lâcherai l'affaire avec mes avocats parce que je suis pas là. Quoique non, parce que ce que je vis aujourd'hui et ma famille, c'est un préjudice tel. Parce que il y a tous les policiers qui sont menacés. Vous savez, il n'y a pas plein de policiers qui sont menacés. Et puis il y a les voyous qui sont de l'autre côté. Mais moi, je suis entre les deux. Je suis menacé par Darmanin et je suis menacé par les voyous. Je suis au milieu. C'est-à-dire que moi, j'ai, à part bien sûr beaucoup de soutien, et je les remercie encore une fois, mes avocats, mes collègues, voilà, beaucoup de gens de chez Zemmour, de Marine Le Pen, de Bardella. J'ai eu des appels de députés du RN, de gens de chez Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan, voilà. Donc il y a des gens qui me disent voilà, on te soutient moralement.
Donc ça touche, hein. Et puis tous les gens qui Jean Messia, voilà, tous ces gens-là, et puis des petits messages comme ça, adorables, que je reçois aussi. À côté des menaces de mort, bien sûr. Un petit rayon de lumière. Ouais, non, mais c'est. J'espère que ça va se passer. Mais c'est vrai que, voilà, je ferai plus attention quand je me promènerai à Paris, je vais être obligé d'être plus attentif aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que même si je ne devais pas déposer plainte, c'est-à-dire que monsieur, bon, je ne pense pas qu'un politique aujourd'hui ait le courage de s'excuser quand il fait des erreurs, mais de toute façon, je subirai quand même ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais là, plus. Trop tard. Voilà. Et puis moi, je suis pas un homme politique, je vis pas dans les beaux quartiers, j'ai pas un chauffeur, j'ai pas de garde du corps. C'est-à-dire que moi, j'ai une vie normale, je prends le métro, je fais des choses comme ça. Donc, est-ce que ma vie va changer du jour au lendemain à cause de cette erreur? Voilà, moi, je suis pas rancunier, mais j'attends. Ouais. En tout cas, espérons que, voilà, que ça aille mieux, que la justice passe et que même vous puissiez, on va dire, être placé sous protection policière, etc. Et que... ça m'emmerderait terriblement. Parce que vous savez, si je suis placé sous protection policière, ça voudrait dire qu'il y a une légitimité. Vous savez, le service qui s'occupe de ça voit vraiment le potentiel d'attaque que je pourrais subir, tout ça. Donc si c'était le cas, ça voudrait vraiment que ça serait quelque chose d'assez violent. Mais surtout que, bon, j'ai des menaces de mort quotidiennes, mais après l'affaire Darmanin, ça s'est multiplié par 1000, par 2000, par 3000. Et beaucoup de gens sont adorables, d'ailleurs, je leur dis arrêtez de m'envoyer ça, c'est qu'ils m'envoient des conversations dans les groupes Facebook de hackab ou de voyous, de machin, qui envoient une adresse, voilà, on sait où il est, on va y aller, machin, bon, voilà. Donc tous ces groupes-là, les gens sont gentils, faites attention, bon, je dis, bon, laisse-moi tranquille depuis. Ouais, merci beaucoup Bruno Tal, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue à la fois sur l'affaire qui vous concerne plus précisément à Gérald Darmanin, sur justement cette intervention de police et la mort du jeune Naël, et également sur voilà, tout ce qui est des émeutes qui ont actuellement cours. On espère que voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre et qu'il n'y aura pas de victimes et le moins de dégâts possibles, et que, espérons, pourquoi pas, que les gens ouvrent les yeux et des fois voient certaines réalités, en dehors de tout, je parle pas forcément de clivage politique, mais même qu'au moins les gens puissent voir les faits, puissent un peu sortir parfois de leur tour d'ivoire, pour essayer de comprendre c'est très compliqué la réalité. C'est très compliqué parce que ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a plus de débat contradictoire. Avant, on n'était pas d'accord et puis les gens s'engueulaient sur les plateaux télé. Aujourd'hui, il y a des complotistes. Il y a la carte joker. Donc du coup, vous pouvez plus rien dire parce que si vous dites quelque chose qui rentre pas dans le moule, vous êtes complotiste. Et donc du coup, on peut même plus débattre. J'aime souvent à dire qu'il y a deux versions de la réalité qui, de plus en plus, s'opposent et se radicalisent dans leur opposition, ce qui fait qu'on n'est même plus sur un désaccord politique, mais juste sur... On a l'impression qu'on voit deux choses différentes, et donc de là s'entraîne tout un tas de... Mais la haine aussi, moi je vois. Et ça fait monter la haine des uns vers les autres, ça fait monter les tensions, ça fait également aussi des clivages. J'étais très pote pendant 20 ans avec un gars qui a commencé au RPR, je ne donnerai pas son nom, et qui, bon, politiquement un peu affauché, et du jour au lendemain, plus rien, on n'est plus potes parce que, voilà, en plus, il connaissait très bien mes idées. Et voilà, c'est pour faire son petit chemin voilà, politique, alors que le gars a commencé avec mes idées et aujourd'hui est allé, on va dire, à la gauche. Donc voilà, donc, je vous dis, et de voir une tant de haine, moi je pensais qu'on pouvait débattre avec quelqu'un de la France Insoumise. Ben, ça m'arrive, il y en a quelques-uns, mais c'est super compliqué. Ces gens-là sont tellement, dans leur tête, pensent tellement être dans le vrai. Très sectaire. Ah oui, c'est une secte. Très sectaire, et d'ailleurs je le vis pas mal dans mon émission, dans le sens où j'ai envoyé à peu près une quarantaine de mails à des élus de la France Insoumise, envoyé des numéros de téléphone, etc. Je n'ai jamais eu une seule réponse positive en donnant des dizaines de disponibilités. Voilà, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose. Non, mais et d'ailleurs, je leur donne moi aussi rendez-vous, du coup, j'en profite. Vous savez, moi, je fais des simulations sur ma chaîne YouTube Touche pas mon flic, en disant, par exemple, sur l'affaire Naël ou même sur d'autres affaires, de mettre en condition, je les habille en policier, et je dis, par exemple, Madame Garrido, Monsieur Boyard, Monsieur Mélenchon, venez, habillez-vous en policier, on va faire une simulation, on va voir votre réaction, un quart de seconde, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas, est-ce que je dois sauver une vie, est-ce que je vais en prendre une, parce qu'aussi, comme je vous dis, on peut se tromper, donc on se trompe, ça fait pas des assassins, voilà, 0,72% de tir, pas de mort, de tir, donc ça fait 3 morts. Bien sûr, c'est 3 morts de trop, mais venez, ils veulent pas. Ils veulent pas être confrontés au réel. Ils veulent, ils veulent juste être sur les plateaux télé ou à l'Assemblée nationale ou comme ça.
C'est vrai, un peu moins d'idéologie, un peu plus de faits, un peu plus comprendre la réalité du terrain, en l'occurrence de ce métier de policier, mais également comprendre aussi le deuil et le drame qui est survenu et qui a entraîné la mort de ce jeune. Merci beaucoup Bruno Attal. Merci à vous. Et passez une très bonne journée. Ouais, pas d'inquiétude.